Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Pour ce nouvel épisode, Léa reçoit Hélène Malmanche, sage-femme depuis une dizaine d'années. Elle est également docteure en anthropologie sociale, spécialisée dans les questions de genre, corps et parentalité. C'est à ce titre que Léa l'interroge sur les parcours d'assistance médicale à la procréation hors cadre, ainsi que les recours à l'étranger et la procréation amicalement assistée. Bonjour Hélène, aujourd'hui on se rencontre pour parler de la PMA un petit peu hors du cadre, c'est-à-dire des recours à l'étranger ou de la procréation amicalement assistée. Est-ce que tout d'abord tu as une idée de la quantification du phénomène et des éventuelles raisons sous-jacentes à ces phénomènes ? Alors justement, toute la complexité des recours à ce type d'aide à la procréation, donc vraiment que ce soit, entendu au sens très large, des aides à la procréation qui peuvent être tout à fait artisanales ou bien plus communément, qui ressemblent en tout cas à ce qu'on connaît sur le territoire français, mais qui se font pour certaines personnes à l'étranger et pour des raisons qu'on aura le temps de voir plus tard. C'est toute la difficulté en fait, comme justement ces PMA ne passent pas par le circuit habituel, donc pour la plupart ne bénéficient pas d'un remboursement par la sécurité sociale, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Ce sont des patientes hors des radars. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Institut national des études démographiques, l'INED, a voulu se pencher sur la question. Et donc, il y a un projet ANR, Agence nationale de la recherche, donc qui a été financé par l'ANR, qui s'appelle donc AMP sans frontières, et qui a pour objectif de quantifier ces recours à des procréations assistées en dehors du cadre, donc que ce soit à l'étranger ou bien des procréations artisanales, illégales en France, et quantification qui se fait forcément par approximation et donc avec un outillage statistique un peu particulier sur la base d'un questionnaire qui a été diffusé assez largement depuis bientôt 2 ans. Puis il y a aussi un volet qualitatif, donc pour mieux comprendre ces recours. Mais dans la quantification et dans les toutes premières estimations qu'on arrive à tirer des résultats. Donc, à l'heure actuelle, on a quasiment 1000 questionnaires remplis. Donc, 2 personnes qui sont passées par une PMA, soit à l'étranger, soit un recours artisanal. Et donc, avec également la confrontation, notamment des registres nationaux des pays de destination, de l'Espagne, du Danemark, de la Belgique, on arrive à avoir une approximation du nombre de Françaises et Français qui auraient recours chaque année à ces PMA. Et donc, pour une fourchette large, on serait sans doute entre 5 000 et 20 000 recours chaque année de soins à l'étranger, auxquels il faut ajouter évidemment tous les arrangements de procréation du type donneur connu, de l'entourage, donc procréation artisanale, ou bien également passage par le parcours classique de PMA, mais simplement dans des configurations qui ne sont pas réellement celles qui sont déclarées dans les centres de PMA. Donc, pour donner un chiffre, c'est sans doute une dizaine de milliers ou plusieurs dizaines de milliers, donc entre 5 et 20 000, c'est ce que nous donneraient les premières approximations statistiques, mais encore une fois, ce sont des chiffres assez difficiles à établir, et donc c'est la raison pour laquelle il faut encore qu'on affine ces premiers chiffres. D'accord, et les raisons sous-jacentes à ces recours, que ce soit en dehors des frontières françaises ou finalement à un recours en France, mais plutôt illégal ou en tout cas informel? Eh bien, les raisons sont variées. Tout d'abord, avant 2021, il y avait massivement les couples de femmes et les femmes en parcours solo qui étaient dans l'obligation de passer par un parcours à l'étranger, puisque la PMA ne leur était pas, le don de sperme ne leur était pas accessible. Évidemment, depuis la loi de 2021, les choses ont changé, mais comme chacun sait, les temps d'attente sont extrêmement longs parce qu'on n'a pas dédoublé les équipes en PMA, et en particulier dans les sécos. Donc, la liste d'attente continue à engendrer un mouvement assez massif vers l'étranger, en particulier pour les femmes qui sont dans les âges limites, quand elles arrivent aux limites de leur fertilité et de leur capacité physiologique à procréer, eh bien, elles vont continuer à se tourner assez massivement vers l'étranger, ou alors si les délais
proposés en France ne sont pas compatibles avec leurs projets parentaux. Ou encore, lorsque elles ont par exemple le souhait du recours à un donneur de l'entourage, comme ce n'est pas une possibilité qui est possible en France, un certain nombre de femmes, que ce soit en parcours solo ou plutôt des couples de femmes d'ailleurs, qui décident de se rendre à l'étranger, notamment en Belgique, où c'est possible d'avoir recours à un donneur connu, mais de manière tout à fait encadrée, avec une protection juridique, notamment au regard de la filiation, donc pour être absolument certaine qu'il n'y aura pas d'établissement de la filiation. Et puis, il y a aussi les recours qu'on connaît depuis très longtemps pour le don d'ovocytes. On connaît la pénurie d'ovocytes à donner en France. Là aussi, les temps d'attente peuvent être extrêmement longs. Ça varie de 1 an à 4 ans selon les centres, selon les zones du territoire français. Et même, il y a certains endroits, je pense notamment au territoire ultramarin, où il n'y a pas de possibilité du tout. Et donc, dans certains endroits où les accès à ce type de dons sont vraiment particulièrement complexes, le recours à l'étranger est bien souvent la seule solution pour avoir une chance, une possibilité de créer sa famille. Et quand on parle de l'étranger, on parle de quel pays le plus fréquent? J'entendais la Belgique, mais Ouais. il me semble qu'il y a aussi l'Espagne. Tout à fait. Alors l'Espagne est majoritairement la destination, en tout cas là dans l'étude que l'on vient de mener, l'Espagne apparaît comme la première destination spécifiquement pour les femmes qui ont recours à des dons d'ovocytes et des dons d'embryons. Donc ce qui fait que en termes de configuration familiale, ce sera plutôt les couples hétérosexuels ou éventuellement les femmes seules qui ont besoin d'avoir un don d'ovocytes, donc un double don ou un accueil d'embryon. Dans ce cas, c'est l'Espagne qui est vraiment le grand pays de destination, pour la raison que la suivante, c'est que en Espagne, le don d'ovocytes est dédommagé. Donc, on peut pas en vivre, mais il y a un dédommagement une compensation qui est prévue, et donc ce qui fait que le don est beaucoup plus encouragé et soutenu grâce à ces mesures. Et puis pour ce qui est plutôt des couples de femmes, c'est toujours la Belgique qui arriverait en premier, pour des raisons aussi de coût, parce que c'est beaucoup moins cher que l'Espagne. C'est majoritairement dans le public que les dons de sperme ont lieu, sachant qu'ils font appel aussi beaucoup aux dons de sperme au Danemark. Et là aussi, il y a une partie des PMA avec l'aide de l'étranger, mais qui peuvent aussi se faire en France avec l'import de paillettes de sperme livrées directement au cabinet du praticien, ce qui reste une pratique non autorisée, mais néanmoins qui se fait et qui est il y a des praticiens et praticiennes compliants et compliantes qui acceptent de faire livrer les paillettes au cabinet, donc de pratiquer les inséminations au cabinet avec des livraisons du Danemark. Donc, les pays principaux sont l'Espagne, la Belgique, indirectement le Danemark, et de manière plus anecdotique, la République tchèque. C'est un peu l'outsider pour ce qui est des dons d'ovocytes, mais comme la République tchèque n'autorise la PMA que pour les couples hétérosexuels, ça limite aussi le public auquel ils peuvent s'adresser. Et concernant donc ces PMA un peu en dehors du cadre, qu'est-ce qu'il en est de la reconnaissance de l'enfant et où on en est? Alors, c'est une très bonne question, et c'est surtout quelque chose que les soignants doivent savoir dans la période à la fois préconceptionnelle, mais aussi pendant la grossesse, puisqu'on a un rôle extrêmement important en termes d'établissement de la filiation. Et donc, il y a différents cas de figure. Donc, si on est dans le cas de figure relativement simple d'un couple de femmes qui est passé par la France, eh bien, donc qui a eu un don de sperme en France, il y aura la possibilité d'établir chez le notaire, sur base de présentation du consentement à la PMA, consentement bilatéral des deux mères, eh bien, il y aura établissement d'une reconnaissance conjointe anticipée. Donc, c'est une démarche que les femmes font souvent avant même qu'il y ait la grossesse, donc pendant le parcours de PMA. Et cette reconnaissance conjointe anticipée, RCA, sera le document à présenter à l'officier d'état civil pour établir la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas accouché.
dans le cas où il y a eu PMA à l'étranger, eh bien, il y avait des dispositions transitoires qui avaient été prévues par le législateur pour toutes les femmes qui avaient amorcé antérieurement un parcours de PMA à l'étranger pour pouvoir faire reconnaître, faire valoir ce consentement de la PMA réalisée à l'étranger. En revanche, pour les cas où on a recours à un donneur de l'entourage, il n'y a pas cette possibilité, puisqu'il n'y a pas de consentement à la PMA, donc il n'y a pas la possibilité, théoriquement en tout cas, d'établir une reconnaissance conjointe anticipée chez le notaire. Il y a évidemment des notaires qui acceptent de produire le document de la RCA sans le consentement à la PMA, mais c'est encore une fois des notaires conciliants et ce n'est pas ce qui est prévu dans la loi. Et en ce qui concerne les PMA réalisés à l'étranger après le passage de la loi, théoriquement, il n'y a pas de possibilité de faire établir de faire une reconnaissance conjointe anticipée. Donc théoriquement, il faudrait toujours passer par le mécanisme de l'adoption de l'enfant du conjoint, donc comme anciennement, comme avant 2021. Mais comme toujours avec le délai de 6 mois d'attente, donc il faut attendre que l'enfant ait 6 mois pour que l'enfant soit adoptable. Et donc ça donne ce statut d'insécurité entre le moment de la naissance de l'enfant et le moment où la filiation peut être établie à l'égard de la deuxième mère. Et ensuite, pour ce qui concerne les procréations médicalement assistées pour les mères solo, la filiation s'établit sur la preuve de l'accouchement, donc comme n'importe quelle maternité classique. Cependant, si c'est une procréation artisanale, donc avec un arrangement, en revanche, il n'y a pas de protection contre une potentielle action de recherche en paternité. Donc le donneur peut à tout moment se revendiquer être le père et potentiellement obtenir gain de cause devant les tribunaux. Alors ce sont des démarches qui sont longues et il faut attester du meilleur intérêt de l'enfant, mais c'est tout à fait possible, ou réciproquement, si une femme ayant bénéficié d'un don amical de l'entourage, elle pourrait décider, ou bien l'enfant est devenu une fois capable d'agir en justice, l'un ou l'autre pourrait décider d'imputer la paternité au donneur. Donc le fait d'avoir des PMA hors cadre insécurise sur le plan de la filiation, et ça c'est un élément que parfois les personnes ignorent et qu'il est important. C'est un élément qui est important de donner en consultation si ce sont des personnes que l'on voit notamment en préconceptionnel, parce que ça peut les guider dans leur choix, et il y a toujours des alternatives, notamment d'aller à l'étranger si on veut absolument un donneur de l'entourage. C'est aussi une possibilité d'aller à l'étranger pour avoir un cadre. Alors quand bien même ce ne sera pas nécessairement reconnu par le droit français, puisqu'encore une fois en droit français il n'y a pas de don dirigé possible. Mais néanmoins, c'est une sécurité supplémentaire pour les personnes pour qui le projet ne serait pas envisageable autrement qu'avec un donneur connu. Et nous, d'un point de vue plutôt pratique, quand on est interne de gynéco-obs ou praticien même autour de la santé de la femme, on est parfois en difficulté dans l'accueil d'une patiente qui a eu un parcours de PMA un petit peu hors du cadre. Est-ce que tu aurais des conseils pour nous permettre de l'accueillir de façon bienveillante et la plus appropriée possible? Oui, alors je pense que c'est une excellente question et c'est très légitime, surtout parce que ce sont des parcours atypiques qu'on ne croise pas nécessairement tous les jours, avec souvent des parcours relativement longs. Alors il faut savoir que dans le cadre des parentalités de couples de femmes, finalement il y a assez peu de spécificités qui seraient à souligner. Simplement les questions qui peuvent se poser ou être posées autrefois, elles étaient pas mal liées à la question de l'anonymat des dons de gamètes. Et donc au fait que l'enfant n'aurait pas accès à sa majorité à ses origines. Aujourd'hui que la loi a changé en France, si elles sont passées par un parcours français,
Ce sont des questions qui sont, en tout cas, qui interrogent moins les couples, puisque c'est rentré plutôt dans la norme aujourd'hui de considérer l'accès aux origines comme un droit et donc comme une bonne chose. Hein, ce sont nos valeurs contemporaines aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Là-dessus, la société française a vraiment énormément bougé sur la question de l'accès aux origines. C'est un mouvement qui est ancien, hein, qui date aussi déjà, qui avait bougé par rapport à la question de l'adoption. Les personnes adoptées, et notamment même y compris nées sous X, quand bien même l'accouchement sous X demeure, mais l'incitation à laisser un pli avec des données qui pourront être transmises ensuite à l'enfant. Donc finalement, l'idée que il est important que dans l'histoire d'une personne, celle-ci puisse avoir accès aux données qui le ou la concernent. Donc l'accès aux origines pour les personnes issues de dons s'inscrit dans cette même trajectoire qui est au-delà d'une trajectoire française, hein, qui est un mouvement massif européen et même disons occidental. C'est un mouvement qui accompagne finalement nos valeurs d'autonomie et de liberté individuelle. Donc ces questions-là qui étaient relativement importantes il y a quelques années, elles sont aujourd'hui finalement appréhendées de manière plus aisée par les couples et les femmes. Là où il est peut-être parfois plus difficile de se positionner, c'est par rapport aux maternités solo. En tout cas, les praticiennes et praticiens sont souvent plus désorientés ou en tout cas ont moins d'outils pour accompagner ces maternités solo qui sont plus transgressives quelque part parce que la parentalité à un seul parent est aujourd'hui plus difficile à concevoir et à comprendre qu'une parentalité à deux parents, puisque aujourd'hui l'acceptation de l'homosexualité est largement, en tout cas, a vraiment énormément progressé en l'espace de 15 ans. Et donc, dans ces maternités solo, la question de la place d'un second parent, elle n'est pas nécessairement à aborder dans le sens où beaucoup de femmes qui entament ces démarches, même la majorité d'entre elles, ce que nous apprend l'étude qu'on est en train de mener actuellement, c'est vraiment que ces femmes se considèrent comme une famille complète. Donc, il n'y a pas un parent manquant, il n'y a pas une place vide, mais c'est vraiment une famille à part entière, c'est une forme familiale à un seul parent. Et si ultérieurement, il y a une compagne ou un compagnon qui intègre ensuite la vie de la mère, eh bien, ce sera peut-être d'abord plutôt au titre d'un beau-parent. C'est comme ça que le mécanisme se construit. Et ensuite, lorsque le couple perdure dans le temps, c'est plutôt une adoption qui a lieu. Donc c'est une adoption de l'enfant du conjoint et non pas une reconnaissance, en tout cas si c'est un homme. Donc ce n'est pas du tout un père qui viendrait combler une place vide, c'est vraiment beaucoup plus proche du statut d'un beau-parent, quand bien même il n'y a pas de figure complémentaire de père, mais c'est tout de même un statut qui se rapproche de celui de beau-parent. Donc, il se peut aussi que, alors ça c'est encore un peu plus subtil, il y a des femmes qui sont en parcours solo, mais qui sont pour autant en couple. Et donc, simplement, le conjoint avec lequel elles sont en relation ne souhaite pas avoir de parentalité partagée. Ce sont des configurations de plus en plus fréquemment rencontrées, en tout cas du côté PMA. Et dans ce cas-là, c'est soit parce que c'est un homme qui a déjà des enfants d'une précédente union ou qui refuse d'être père, mais pour autant, ça ne constitue pas un frein à la réalisation du projet, ou bien c'est un couple qui s'est formé pendant la grossesse ou peu de temps après la naissance de l'enfant. Donc on peut avoir ces configurations un peu mixtes, hybrides, où on a le sentiment d'un couple et il y a un couple, mais qui n'est pas un couple parental. Il y a un couple d'un côté et une parentalité solo de l'autre. Et donc ces formes relativement composites, finalement, je pense qu'une des façons les plus simples de les aborder, c'est d'essayer de comprendre quel est le sens que les personnes en face de nous donnent à leur démarche. Et si on les interroge sur leur démarche, de la même façon que, je fais un parallèle peut-être un peu hasardeux, mais une personne transgenre, il suffit finalement de lui demander comment cette personne veut être genrée, comment la personne veut qu'on s'adresse à lui ou à elle.
eh bien, c'est la même chose quelque part quand on est face à une configuration parentale à laquelle on n'est pas habitué. Eh bien, de demander qui a quel rôle, puisque évidemment, là, je parle que des configurations à 1 ou 2 parents, mais on connaît les configurations à 3 ou 4 parents, qui sont d'ailleurs moins plébiscitées aujourd'hui, précisément avec à la fois les dons de sperme plus facilement accessibles et acceptés, et aussi le recours à la GPA pour les couples d'hommes. Donc finalement, ces coparentalités qui reposaient beaucoup sur la solidarité, notamment dans les milieux gays et lesbiens, en réalité, on en voit de moins en moins de ces configurations à 3 ou 4 parents. Mais pour autant, on peut avoir d'autres formes atypiques. Et donc, poser la question, bien souvent, c'est la meilleure façon, à mon sens, de ne pas se tromper et surtout d'accompagner au mieux les personnes dans le projet qui est le leur. Donc ça nécessite aussi pour nous soignants parfois une petite gymnastique pour s'adapter et aussi remettre les places de chacun et chacune dans la configuration telle que les personnes l'ont pensé et ne pas y mettre nos propres représentations ou nos propres a priori et donc d'essayer quand bien même parfois ça peut nous sembler assez peu familier, parce que encore une fois c'est relativement peu fréquent. Finalement, ça reste des expériences vraiment tout à fait enrichissantes de voir toute cette créativité autour de la parentalité contemporaine. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.